Carrefour des associations. Richard Kayadjanian. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Carrefour des associations. Je devrais dire peut-être aussi une nouvelle aventure, tant le précédent numéro a été riche en enseignements divers et variés. Et surtout, rappelez-vous qu'on est allé visiter les fonds marins en compagnie de Pierre-Alexandre Leroy, qui nous a donné plein d'informations sur la pratique de la plongée sous-marine à Sartrouville. Aujourd'hui, alors, changement de décor radical. On va du côté de Outre-Atlantique pour découvrir un sport qu'on connaît pas tellement en France. On le connaît par médias interposés, télévision, séries américaines, cinéma américain, etc. Je vous propose un carrefour des associations du club de football américain de Sartrouville. Et pour en parler, j'ai deux invités. Nous avons la présidente de ce club, Joëlle Lafolie. Bonsoir. Bonsoir. Et un entraîneur, l'entraîneur des jeunes, je crois, Alain Vess, c'est ça ? Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu. On a eu un petit peu de mal à caser nos plannings, mais finalement cette émission a bien lieu et j'en suis ravi. On a fait connaissance lors du forum des associations, du parc de dispensaire. C'était au mois de septembre dernier. J'ai eu le plaisir de venir à un entraînement au Stade Tobruk. Ça m'a fait envie de parler justement du football américain à Sartrouville. Eh bien, sans plus tarder, je vous propose de faire une petite présentation de ce jeu. Est-ce que c'est récent comme jeu ou est-ce que ça commence à avoir une certaine histoire, Alain ? Je dirais que c'est à peu près comme le rugby, on va dire. C'est la fin du 19e, début 20e, où les premières équipes se sont rencontrées. Donc chacun a évolué avec le rugby. Il y a eu le rugby en Angleterre et puis aux États-Unis, ça a été le football américain. Il y a eu des rencontres universitaires puisqu'il n'y a pas de professionnels comme la NFL ou autre. Et donc ces équipes se sont rencontrées et ont créé les règles au fil des rencontres. Et pour en parler aussi, c'est que le Canada a fait la même chose et donc le Canada a fait ses règles aussi, donc pas les mêmes que les américaines, ce qui est assez drôle, et elles perdurent encore de chacun de leur côté. Oui, Joël, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, oui, ça s'est passé comme ça. Nous, en Europe, c'était le rugby et aux États-Unis, Amérique du Nord, c'était le football américain. Oui, donc il y a quand même une historique de ce jeu-là. On en a une image assez moderne, mais finalement, oui, si c'est fin 19e, c'est intéressant. Alors, qui va pouvoir m'expliquer les règles du jeu ? Parce que on a l'image d'un sport analogue au rugby, mais en fait, pas du tout, pas tant que ça en tout cas. Bon, je te laisse la parole, Alain. Ok. Donc, on va, si on veut baser ça, on va dire que c'est un jeu de gagne-terrain. C'est-à-dire que le rugby, on fait des passes en arrière et on se déplace. Le foot américain, c'est que on va plutôt essayer de faire une passe vers l'avant. Il y a des passes arrière, bien entendu, on peut envoyer une balle en arrière, mais ça se passe beaucoup vers des passes avant. La différence aussi, c'est que c'est un jeu beaucoup plus haché, c'est-à-dire qu'une action s'arrête. Une action, ça dure, on va dire 4 secondes. C'est une bonne moyenne, peut-être même moins. Donc 4 secondes, alors qu'au rugby, c'est en constante avancée. On repasse la balle, on repart. Là, dès que la balle touche le sol ou le joueur est plaqué, on arrête l'action. Donc au rugby, ça serait terrible. Imaginez qu'à chaque fois qu'on plaque un joueur, la balle, on s'arrête, on repart. Donc c'était un peu cette différence-là. Sinon, le terrain est à peu près similaire. On va marquer des essais, on va marquer des touchdowns. On a des poteaux. C'est un essai, équivalent d'un essai, sauf qu'on n'est pas obligé de plaquer le ballon au sol. Alors on rentre avec le ballon dans la zone. Alors ça vaut combien de points ? C'est 6 points. 6 points. Touchdown. Et voilà. Il y a aussi le système des transformations comme au rugby. Tout à fait. Donc là, c'est 1 point au pied et on peut transformer à la main, c'est-à-dire qu'on va repartir de 5 yards de la ligne où on a marqué, de la end zone, et on va essayer de rentrer avec sans donner de coup de pied, mais avec une passe, avec une course et là, c'est 2 points. 2 points de transformation d'un essai. Voilà. Touchdown. Il y a aussi la similitude avec évidemment le rugby, elle est flagrante, c'est aussi le côté ovale du ballon. Tout à fait. Un ballon légèrement plus petit et plus, on va dire, pointu. C'est-à-dire que le ballon, la pointe au rugby est plus ovale, le ballon de foot, américain, il est pointu. Et j'ai l'impression que c'est pas fait de la même matière.
C'est du cuir aussi, Du cuir, mais la corde, par exemple, il y a une corde qui permet de faire tourner le ballon. Au rugby, il y a une corde, mais on s'en sert pas pour faire tourner le ballon. Alors qu'au football américain, la corde va donner une impulsion, on va donner une impulsion à la corde qui va faire tourner le ballon et qui va faire une spirale. Et ça, c'est très intéressant pour faire des passes en avant. C'est de la technique, il faut vriller. Voilà, le ballon. tout à fait. Ah, ouais. Et donc, je sais pas si vous avez vu, au rugby, on commence à faire ces fameuses passes, même en arrière, mais qui sont super longues, à l'ailier ou carrément au bord de la touche pour pouvoir marquer des touchdowns. Et le foot américain, on peut se dire c'est pas que ça, mais c'est majoritairement ça, c'est des passes, mais au lieu qu'elles soient vers l'arrière, elles sont vers l'avant. Très bien. Il y a combien de joueurs dans une équipe de football américain ? Alors, sur le terrain ou dans l'équipe ? Alors déjà sur le terrain. Sur le terrain, c'est 11 joueurs au football américain, et au football américain canadien, c'est 12 joueurs, par exemple. Donc, voilà les différences. Donc, oui, il y a 11 joueurs en attaque, 11 joueurs en défense. Et vous, alors à Sartrouville, vous jouez avec combien de joueurs de terrain ? Là, sur le terrain, par exemple, en senior, je pense qu'on a 45 joueurs en tout. Ouais. Donc, ils sont 11 à chaque fois sur le terrain. 11 à chaque fois sur le terrain. Mais c'est 45. Oui, pardon, j'avais bien. Voilà. Ok. Donc, vous jouez la version américaine du football américain. Tout à fait. Ah, voilà. Et alors, est-ce qu'il y a des rencontres justement entre Canada et États-Unis ? Et quand ça arrive, ils jouent quelle règle ? Eh ben, ils jouent au football américain, on va dire. Tout le monde se plie. C'est un jeu à 11, puisqu'il y a d'autres pays tels le Japon, le Mexique, qui jouent à 11 comme aux États-Unis. Donc tout le monde, il y a un championnat du monde, tout le monde joue à 11. Ouais, Voilà. alors, question subsidiaire, même quand le match a lieu au Canada, ils jouent quand même version américaine ? En général, oui. Les rencontres internationales Canada, États-Unis, c'est assez rare, je pense. Et c'est souvent des championnats du monde, par exemple, ou des choses comme ça. D'accord. Alors, on a parlé des techniques autorisées. Qu'est-ce qui est interdit aussi dans le football ? Parce que on a cette image évidemment au rugby, interdit de plaquer le joueur sans ballon. En revanche, au football américain, on peut empêcher le joueur adverse d'accéder au ballon. Ouais, mais on n'a pas le droit de le plaquer à un joueur qui n'a pas la balle. On parle de plaquer, on peut pas. On peut bloquer quelqu'un, mais on peut bloquer avec des règles bien particulières. C'est-à-dire qu'on peut l'empêcher d'avancer, on doit mettre ses mains sur le corps, mais pas le tenir, par exemple, quand on est en attaque. On n'a pas le droit de le pousser dans le dos, on n'a pas le droit de le frapper dans les jambes. Enfin, il y a plein de règles. Au casque aussi, on n'a pas le droit de mettre un coup de casque à quelqu'un. Le casque, c'est une protection, ce n'est pas une arme. Donc, on n'a pas le droit d'aller taper quelqu'un avec le casque. On doit toujours mettre les mains, l'épaule. Le casque va arriver après, puisque la personne on est en contact. Donc, et on a tendance à avoir du plaquage maintenant qui ressemble au rugby, au plaquage rugby. Aux jambes ? Aux jambes et surtout avec l'épaule, on tourne et on bloque la personne, on l'entoure et on la serre aux jambes. Voilà, ça. Il y a des plaquages de face, donc ça c'est autorisé. Mais on ne doit pas présenter la tête, on doit arriver avec les épaules sur le joueur. Alors, vous venez de parler du casque. Ben justement, je voulais vous parler éventuellement pour vous demander de faire un petit descriptif de tout l'attirail nécessaire pour jouer au football américain, parce qu'évidemment, on a cette image des gars qui sont super comme dans une armure. Alors, en quelque sorte, il y a le casque, mais pas que. Il y a aussi des protections pour un petit peu tout le corps. Qui c'est qui veut nous en parler ? On continue avec Alain ? Oui, pour l'instant. D'accord. Donc, je vais donner un peu des éléments de poids juste pour qu'on ait une petite idée. Le casque pèse à peu près de 2 à 2,2 kg et une épaulière entre 2 kg et 2 kg 4, 5. Donc ça fait, on va dire grossièrement, on a 4 kg en plus. Donc on court avec 4 kg en plus. Après, donc il y a le maillot, le pantalon, bon, ça c'est classique pour tous les sports. Et on a des protections supplémentaires qui sont sur les hanches, les genoux, le coccyx et le dessus des cuisses. Donc c'est des protections assez légères. C'est en quelle matière ? C'est du plastique léger, c'est de la mousse, on va dire, une sorte de mousse. Donc ça c'est relativement léger, mais ça rajoute on va dire qu'un joueur sans ses chaussures, c'est 5 kilos en plus, voilà. Donc, 5 kilos en plus. Voilà, même. Donc c'est pas la même chose. Donc faut courir avec ces équipements-là. Et puis un casque, ça gêne. On a un champ de vision qui est très limité. Donc ça aussi, c'est pas facile de jouer. Enfin, au début, de travailler avec ça, parce qu'il faut attraper des balles, faut courir, faut éviter des plaquages. Donc faut bien voir. Et donc le champ de vision est quand même relativement limité avec ce casque.
Les épaulières aussi, on peut lever les bras bien sûr, mais on a des épaulières sur les bras, donc ça bloque un peu. C'est un élément de protection, mais c'est un élément potentiellement de gêne pour le joueur. Voilà, alors ça coûte combien un équipement complet de football américain? Alors nous les achetons, on les loue pour les joueurs. Hein. Sinon, si on veut un casque, c'est dans les 300 €. Et puis la base, hein, ça peut monter à 1 000 €. Hein. Ça dépend du casque qu'on veut, de la légèreté, c'est ça. Surtout, vous avez une protection, mais un casque peut être plus lourd parce que il est moins cher, mais il a la même protection, mais il est beaucoup plus lourd. Voilà. Bien. Et des épaulières, il faut compter, vous partez de 200 € jusqu'à 800 € pareil. Hein. L'idée, c'est plus c'est léger, plus ça va devenir cher. Clairement. Bien. Sinon, vous avez fait une petite allusion à la version canadienne de ce qu'on appelle donc le football américain. Vous m'avez dit que d'autres pays aussi jouent, le Japon également, si j'ai cru. Oui, mais ils jouent au football américain. Version américaine. Hein. Tous les autres pays, il n'y a que le Canada, je crois, qui un peu tout seul fait la résistance. Et encore, les ligues professionnelles, je ne sais même pas si elles ne jouent pas un foot comme les États-Unis. Je n'ai pas toutes les connaissances là-dessus, mais je pense qu'il se rapproche du football américain. J'aimerais également qu'on parle d'autres versions du football américain qui permettent un apprentissage en douceur. Alors, pourquoi j'ai été très intéressé par cette question-là? Parce que c'est ce que je suis venu faire au stade Tobruk. C'était, je crois, au début octobre. Tout à fait. Il me semble. Alors, j'ai joué à une version du football américain qui n'est pas du football américain. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Alors c'est du flag football, donc flag parce que on va décrocher un flag sur une ceinture qui est scratché. Donc il y a 2 flags de chaque côté de la hanche qui sont scratchés sur une ceinture, et au lieu de plaquer le joueur, eh bien on va retirer ce flag. Donc on en retire un, ça vaut plaquage. Voilà. C'est ça. Alors, sauf que le jour où je suis venu vous voir, il était simplement question de mettre la main sur le joueur pour le neutraliser. Tout à fait, parce qu'on n'avait pas les flags, donc c'est du touch football, ça veut dire que je touche la personne et donc elle est considérée comme plaquée. Voilà. Donc après c'est un peu plus compliqué quand les joueurs sont de mauvaise foi ou puis on peut toucher plus fortement ou moins fortement une personne, on peut la faire tomber. Donc après le flag c'est beaucoup mieux parce que le flag par défaut on n'a pas le droit de toucher, pas de contact autorisé avec l'autre joueur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le pousser, le toucher, même poser sa main sur lui, on n'a pas le droit. Très bien. Je voulais absolument parler de ça parce que c'est vrai que l'image qu'on a du football américain, c'est quand même un sport de choc. Hein, il y a quand même une certaine violence qui se dégage de ce genre de spectacle, et ça pourrait faire réfléchir les gens. Je vais peut-être pas me retrouver tout de suite à la moulinette. Non, il y a quand même différentes façons d'entrer dans le monde du football américain de manière très 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 soft, hein, comme le flag football et le touch football qui permettent donc un apprentissage vraiment pour le coup en douceur. Alors, après cette présentation très intéressante, on va parler de votre club. Déjà, on va en rappeler le nom. Nighthawks. 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 Ouais. Alors, où est-ce que vous êtes allé trouver un nom comme ça, Joël? C'est pas moi qui l'ai trouvé. Ça tombe bien, c'est moi. Ouais. Alors, en fait, nous avons débuté notre carrière à Croissy-sur-Seine, donc c'est un peu le pays des impressionnistes, hein, comme Chatou, et on s'est dit, il faut trouver quelque chose qui a un lien avec la peinture. Donc Nighthawks, peinture, ouais. Et puis avec les États-Unis, hein. Alors le lien avec les États-Unis, voilà, Nighthawks, si je comprends bien, ça veut dire un faux. Oui, mais la peinture en peinture, États-Unis. Et donc on a dit Nighthawks parce que en fait on a un peintre un peintre américain qui s'appelle Edward Hooper. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, Hooper, et ce monsieur Hooper a peint un tableau qui s'appelle Nighthawks. Et donc, du coup, on a fait une pierre deux coups, c'est-à-dire la peinture et les États-Unis. Donc, on s'est appelé Nighthawks. Vous êtes un peu des artistes dans votre genre. Tout à fait. C'était ça l'objectif. L'aventure a démarré à Croissy en quelle année? Alors, les premiers joueurs sont arrivés en 2012. L'inscription en championnat 2013, je crois. Donc, et ensuite, on a progressé petit à petit. 2014, on est devenu champion probatoire Île-de-France. Donc ça, c'est des équipes en test. Hein. Donc on était la meilleure équipe en test, on va dire, en 2014. En 2015, on s'est inscrit dans un championnat régional. Nous sommes arrivés en finale, nous avons perdu de 1 ou 2 points, je crois, 8-9, quelque chose comme ça. Et la deuxième année de passage en championnat régional, en 2016, donc, et là, nous avons un peu surpris. On a battu 51-0 l'équipe en face.
Et c'était qui l'équipe en face? C'était les pauvres Myrmidons je ne sais plus enfin, ils sont dans le 77, je crois. Bon, on va pas citer leur nom. Mais non, c'était une très bonne équipe. Maintenant, ils ont effacé cet affront et ils se portent très bien. Mais oui, on a été un peu surpris. On nous avait promis la misère et puis voilà. Donc on a eu le droit de rentrer comme champion d'Île-de-France dans le championnat de Division 3. Voilà. Et donc depuis 2017, 2018, 2019 et 2022, on échoue parce qu'on voilà, c'est comme ça, toujours en demi-finale en demi-finale on perd en demi-finale. Donc ça fait 4 fois qu'on perd en demi-finale. Il y a une malédiction. Tout à fait. Donc on travaille d'arrache-pied pour essayer de passer cette fameuse malédiction. Voilà. Très bien. Et vous êtes à Sartrouville depuis combien de temps? Je dirais juste avant le Covid, donc ce serait 2019, je crois, septembre 2019. Vous êtes une association, donc, Sartrouville. Ouais. Tout à fait. Voilà, Nighthawks de Sartrouville. Voilà. Vous les retrouvez, hein, on vous retrouve sur l'annuaire des associations, Tout à fait. Sur le site sartrouville.fr. On parle un petit peu de championnat. Il y a combien d'équipes dans le championnat de France de football américain? Alors, il y a 3 divisions. Une première division où il y a 12 équipes. Première division, un championnat de deuxième division où je dirais il y a je sais plus, je dirais des bêtises, je crois qu'il y a une vingtaine d'équipes, et puis un D3 où on est, c'est plutôt une quarantaine d'équipes. Voilà. 40 équipes en troisième division. Voilà. Et quelles sont les meilleures équipes en France de football américain? Donc la meilleure équipe, celle qui est la plus titrée depuis les années 2000, on va dire que ce sont les Flash de la Courneuve. Mais d'autres équipes ont eu leurs heures de gloire, mais les Flash, je pense qu'ils sont 10 fois champions de France depuis 2000, je crois, quelque chose comme ça. Donc ils ont trusté la première place systématiquement. Vous avez les Molos, vous avez les Cougars de Saint-Ouen-l'Aude-Mône, les Molos d'Asnières. Dans le sud. En région parisienne, ça fait? Non. Vous avez Aix-en-Provence, vous avez Thonon-les-Bains. Enfin, il y a pas mal d'équipes, en fait, qui même carrément dans le sud-sud, Cannes, Nice, qui ont des équipes aussi. Donc, ça a diffusé dans toute la France. Voilà. C'est vrai que les premiers clubs ont été parisiens, Île-de-France, et puis petit à petit ça a diffusé, mais assez rapidement. C'est arrivé en France en 82, on va dire. En 85, il y avait déjà des équipes dans toute la France. Très bien. Et donc, alors vous êtes combien en tout dans votre club des Nighthawks de Sartrouville? Il y a combien de joueurs-joueuses? Alors, joueurs-joueuses, on va dire, je dirais qu'on a 45 seniors, une dizaine de flags, et puis en cadet junior, j'ai 35 joueurs, donc voilà, on est à peu près 90 joueurs. Voilà. 90 joueurs. Aux répartitions filles-garçons, ça se passe comment? Alors, filles, c'est beaucoup moins. Je crois qu'on a 4 joueuses de flag. Voilà. Donc, alors, mesdames, mesdemoiselles, si vous entendez, nous recrutons. Vous avez envie de vous frotter à des équipes de football américain, on vous attend de pied ferme dans le club des Nighthawks de Sartrouville. Alors, je suppose quand même que pour gérer tout ça, il faut un certain staff administratif. Alors, je me tourne vers Madame la Présidente, Joëlle Lafolie. Vous êtes combien pour faire tourner tout ça? On est 3. Seulement? Oui. Alors, vous êtes donc une présidente? Oui, secrétaire et trésorière. Très bien, on peut les citer. Oui. Tout le monde. Alors, Laurence Godet, la secrétaire. Laurence Godet, oui. Florence Dalmé, la trésorière. Et Madame Dalmé, trésorière. Et c'est une commissaire aux comptes et expert comptable. Elle sait de quoi elle parle quand elle parle de chiffres. Ah oui, alors. Elle sait de quoi elle parle. Très bien. Oui. Alors, ce que je voudrais, c'est, je vais me retourner vers notre entraîneur, qu'on fasse un petit descriptif d'une séance d'entraînement du club Nighthawks de Sartrouville. En quoi en quoi consiste un entraînement complet? Alors, ça va dépendre du moment où on est dans l'année, forcément, puisque en préparation de match ou en montée en compétence des joueurs. De toute façon, ça commence toujours par une dizaine de minutes d'échauffement. Donc l'échauffement, c'est de la course, de la mise en jambe. On travaille les chevilles, les hanches, les bras, les mains, tout ce qui nous permet de courir et de partir. Comme le foot américain, tu as un sport quand même de fractionné, on va dire. C'est un sprint, on s'arrête, on sprint, on s'arrête, on sprint, on s'arrête. Donc il faut bien échauffer toutes ces parties-là. Voilà.
Donc toutes les parties, les genoux, le cou. Donc il y a des exercices spécifiques. On fait des sprints, on part en arrière. Enfin, vous avez dû tester l'échauffement, vous avez dû le faire. Voilà, moi c'était la version soft, faut pas l'oublier. Mais c'est la même version, soft ou pas soft, puisque dans le flag football, on va aussi travailler la même chose. La différence, on va dire que c'est un peu le contact et puis d'autres choses, mais la mise en jambe, le côté sprint, et puis attraper des ballons ou courir avec une balle. C'est dans les deux sports la même chose. Donc l'échauffement est à peu près similaire. Après, on va s'échauffer effectivement plus le cou, les poignets pour du contact, mais il y a peu de différence. Donc ça, c'est cette première partie-là. Après, ça dure combien de temps? Une dizaine de minutes. Voilà. Ensuite, chaque escouade. Alors, au début d'année, chaque poste, il y a des postes, il y a à peu près 7 postes au football américain. Donc ces 7 postes vont se séparer pour aller travailler spécifiquement leur gamme, si je puis dire. Donc il y a des receveurs, il y a des quarterbacks qui envoient la balle, il y a des running backs qui courent avec la balle derrière le quarterback, il y a des hommes de ligne qui vont protéger le quarterback. Donc ça, c'est toute la partie attaque. Et puis, il y a la partie défense où il y a des linemen de défense qui vont être face aux hommes de ligne qui vont essayer de les bloquer. Il y a des linebackers, c'est des gens qui vont aller plaquer, mais derrière la ligne, qui vont attendre que essayer de plaquer le running back le plus près de la ligne. Et derrière, contre les receveurs qui vont courir devant, il y a des cornerbacks qui vont suivre ces receveurs pour les empêcher d'attraper les ballons ou s'ils attrapent, de les plaquer. Donc ça fait 7 postes et donc chacun de ces postes a un entraînement spécifique. Donc on va leur apprendre, pour certains ils vont faire beaucoup de plaquage, donc on va leur apprendre à plaquer, d'autres à bloquer, le quarterback à lancer la balle ou à transmettre la balle à quelqu'un, le receveur à attraper une balle. Donc ça s'appelle de l'individuel. Donc, on va travailler en individuel, c'est-à-dire que chaque typologie va travailler. Et ça peut durer entre 20 et 40 minutes d'entraînement. Ensuite, on va appeler ça de la mise en place, c'est-à-dire que l'ensemble de l'attaque va travailler regroupé et la défense va travailler regroupée. Et on va faire tourner il y a des jeux, comme au rugby un peu, vous avez des combinaisons. Là, on a beaucoup de combinaisons qu'on va faire tourner. Et donc, on les fait tourner tant qu'on ne les maîtrise pas. Donc, chacun de son côté. Donc, il y a une escouade offensive, une escouade défensive, et on fait tourner les jeux. Et ensuite, donc ça peut durer 1 heure ou entre 40 et 1 heure. Et après, on va faire une sorte de face-à-face entre la défense et l'attaque, sans plaquage violent, on ne met pas au sol, on a du contact. Et là, on travaille comment ça se comporte dans un pseudo-match, pour voir un peu comment ça fonctionne, ce qui marche, ce qu'on a oublié de faire, ce qu'on ne fait pas bien, et donc apprendre et corriger. Voilà, c'est à peu près ça, c'est un entraînement pour préparer les matchs, si vous voulez. Ce qu'on fait maintenant, actuellement, c'est ça. Et tout ça, c'est au stade Tobruk. Tout à fait. Donc pendant 2 heures. Pendant 2 heures, on va tout de suite donner les infos pratiques. Alors, les séances d'entraînement ont lieu quel jour, quelle heure? Est-ce qu'on peut donner des infos? Foot américain? Oui. Alors, mardi et jeudi soir. Mardi et jeudi soir. À partir de quelle heure? De 20h à 22h. 20h, 22h. Et tous les samedis matins, de 9h à 13h pour les jeunes, les U20 et U17. D'accord, très bien. Donc, 3 jours à retenir. Mardi, jeudi. Et le lundi soir, que pour le flag. Lundi soir. Il y a des entraînements flag parce qu'il y a un championnat de flag. Ah, il y a un championnat de flag. Ah, tout à fait. Il y a un championnat de flag. On a une équipe d'engagés en championnat de flag. Donc, il y a un championnat de flag. Donc, entraînement tous les lundis soirs. Lundi soir, c'est 20h? C'est ça. 20h, 22h. Sachant que là, il faut en parler parce que le flag, il y a une mixité qui est possible. Très bien. Ça n'est pas possible dans le football américain. Très bien. On peut pas introduire une femme dans un football américain. Légalement admis que les équipes peuvent être mixtes. C'est ça. Et à ce moment-là, d'une équipe à l'autre, une équipe A qui rencontre l'équipe B, il doit y avoir la même proportion d'hommes et femmes dans l'une et l'autre équipe. Normalement, il y a un peu de temps, mais on a demandé une mixité pour mettre les femmes en valeur sur le foot américain. Parce qu'en fait, on a une 3e discipline dans notre fédération, c'est le cheerleading. Et les filles avaient leur place en cheerleading. Mais il y a une place aussi... On va juste préciser, c'est ce qu'on appelait les majorettes ou les pom-pom girls, c'est un peu ça? Alors, pom-pom girls, c'est plus du public, de l'animation. Le cheerleading, c'est vraiment une politique sportive, c'est-à-dire c'est des entraînements intenses sur leur action. Non, c'est très intense. C'est vraiment
du sport. C'est du sport. Et il y a un championnat aussi de France. Et il y a un championnat du monde où cette année, on a été classé sur le monde entier. On est revenu avec la 8e place. On était aux États-Unis, c'est pas mal quand même. C'est quoi exactement? C'est une discipline gymnique, en quelque sorte. Tout à fait. Destinée à, tout à fait. Alors, à être présentée en début de match ou en mi-temps? Alors, quand on les a, c'est un plaisir pour elles parce qu'elles font quelques démonstrations, mais on leur demande pas de faire ce qu'elles font en match. Elles viennent parce que ça fait partie du football américain. C'est notre d'avoir de la musique, des fanfares et du cheerleading, ça complète toute la. D'ailleurs, on avait fait, pour faire connaître le foot américain, j'avais organisé la finale régionale U16 et U20. Non, senior, un samedi toute la journée. Je peux vous dire que les gens étaient là, il y a eu du monde, parce qu'ils étaient étonnés de voir autant de fanfares, de cheerleaders, tout ça sur le terrain. C'était bien, c'est super. Oui, là on apprend en effet que le cheerleading, c'est aussi une discipline sportive. C'est pas seulement un élément décoratif non. Pour le folklore américain, le folklore du football américain. Non, il y a un championnat du monde et je vous dis, on s'est classé 8e sur le monde, c'est pas mal. Hein. Bravo. Alors bravo à nos cheerleaders sartrouvilloises. Je voudrais bien, c'est un projet ça. Et ça s'appelle aussi les Nighthawks. Ah, ce sera pareil. Elles ont le même nom. Bravo, et bonne continuation. C'est quand le prochain championnat important de cheerleading? Elle commence et on va avoir les premières présélections au mois d'avril. Donc il y en a un petit peu partout. Il y a une finale régionale qui se passe à Aubonne. Bien, on leur souhaite bonne chance. Mais oui. Est-ce qu'on peut donner déjà des dates? Je les ai pas en tête. Je les ferai parvenir quand on va faire un peu de publicité dans les réseaux et tout ça. Eh bien, en parlant de publicité, on va tout de suite proposer à nos auditeurs quelques numéros de téléphone ou des possibilités de vous joindre. Si je suis à l'écoute de Radio Axe, comme d'habitude, à écouter une émission sur le football américain, j'ai drôlement envie de pratiquer, ça commence à me démanger. Qu'est-ce que je dois faire pour vous contacter? Est-ce que vous avez une adresse mail à proposer à nos auditeurs? T'as tout là, j'ai pas tout, mais j'ai le téléphone du club. Logiquement, ça devrait pas tarder. Donc, je rappelle que ce club vous accueille tous les mardis et les jeudis de 20h à 22h au Stade Tobruk, plus les samedis de 9h à 13h. Et évidemment, pour la version flag, qui comporte aussi des compétitions, c'est le lundi à 20h au Stade Tobruk. Et si vous avez vraiment envie de faire du cheerleading, c'est aussi le 20h, le lundi. Là, quand il va être monté, le club, il faut que je trouve une salle. C'est spécifique, c'est sur des tapis. Ah, on s'entraîne en intérieur. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, on vous souhaite bonne chance. Et donc, pour appeler le club des Nighthawks de Sartrouville, vous pouvez appeler au 06 20 75 03 78. 20 75 03 78. Donc, vous pouvez laisser un message que c'est un téléphone, et on répond rapidement dans la journée ou le lendemain si c'est le week-end, parce qu'on est sur les terrains. Mais sinon, on répond rapidement. Vous pouvez nous laisser un message et puis on vous rappelle. On est sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook aussi, Nighthawks de Sartrouville, vous les retrouvez. Sur Instagram aussi, c'est Nighthawks Sartrouville aussi. Très bien. Est-ce que vous avez une adresse mail éventuellement? L'adresse mail, alors... administratif? Oui, c'est administratif, alors je ne la connais pas. @nighthawksfootball.fr. Administratif? Oui. Administratif. Nighthawksfootball.fr. Tout attaché, football. Oui. Nighthawks Football. Tout, oui. Nighthawksfootball.fr. Voilà. Très bien. Alors, j'ai parlé en présentation de l'émission en disant que souvent ce sport avait été popularisé un petit peu par le cinéma américain, les séries américaines, tout ça. Alors, la question que je voulais vous poser, vous, Madame la Présidente, Alain, vous êtes entraîneur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers ce sport qui, il y a quelques années, n'était pas encore très, très, très médiatisé, encore aujourd'hui? Est-ce que c'est justement les productions cinématographiques américaines qui vous ont donné envie, Madame Joël, par exemple? Eh ben moi, vous allez être étonné parce que j'ai commencé le foot américain dans l'équipe d'Alain il y a 30 ans. C'est ça? Oui, à peu près. Oui. À peu près. 80, on va 89, 89. 88. C'était même avant Croatie, ça. Alors, c'était à Croatie, mais à l'époque, ça s'appelait les Fighters. Très bien, d'accord. Les Fighters. Ah, et je les ai connus là. Vous avez joué vous-même? Ah non, mon fils, qui avait 14 ans à l'époque,
et qui me disait je veux jouer au football américain. Mais à l'époque, il y avait des clubs, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis à 14 ans, il ne jouait pas encore. Hein. Si les seniors jouaient, c'était déjà bien. Donc il s'est trouvé qu'il y avait ce club, les Fighters, qui était là et puis qui avait besoin un peu de structure parce que c'était une bande de copains. Mais une bande de copains, c'est bien pour jouer, mais faut administrer, financer, enfin tutti quanti. Donc je me suis mis en place. La présidente qui était là-bas m'a dit écoute, on fait quelque chose, on monte ce club et on l'a tenu pendant un bon moment. Et puis voilà. C'est à cause de mon fils. Alors, c'est le fils qui a voulu. S'il avait voulu faire autre chose, j'aurais peut-être fait autre chose aussi. Non, mais ça m'a plu. Hein. Moi, en fait, j'ai fait pas mal de sports, du rugby, du judo, de l'athlétisme. Et puis, ça m'avait marqué, étant enfant, j'ai dû voir le premier extrait du Super Bowl dans le journal de 20h. Et ça m'était resté derrière, en tête. Et puis, il y a une équipe qui s'est montée. J'étais à la fac et tout. Et puis après, j'ai rencontré cette fameuse équipe des Fighters. Et je suis arrivé j'ai dû arriver en 85 ou 86 chez eux. Voilà, et puis je m'y suis mis. Et puis j'ai pris un équipement que quelqu'un me prêtait, parce qu'il allait arrêter. Et puis il m'a dit, si ça te plaît, je te le vends. Donc j'ai fait les 2 heures, puis j'ai dit je peux te faire des chèques. Il m'a dit bien sûr. Et je lui ai acheté j'avais 20 ans, 19-20 ans. Vous l'avez encore, l'équipement de l'époque ? Non, je crois que c'est l'épaulière, non, je l'ai perdu depuis longtemps. Et le casque, il doit être chez un des joueurs. Parce que j'avais prêté ce casque, je sais plus, pour récupérer des pièces ou je ne sais quoi à l'époque. Et je crois qu'il est chez un des joueurs. Et alors, au club de Sartrouville, vous avez des casques à l'effigie de votre club avec alors c'est des faucons. Donc, on a évolué un peu. Avant, c'était l'oiseau en intégrale, et maintenant, c'est plutôt la tête de l'oiseau. Voilà. D'accord, très bien. Alors, vous avez évoqué le Super Bowl, c'était il y a pas longtemps, dimanche. C'est dimanche. Alors, qui a gagné donc c'est Kansas City, voilà. Donc c'est une bonne équipe, et puis c'est un bon quarterback et c'était assez haletant comme match, puisque ça s'est joué dans la 10 dernières secondes. Il y a eu un coup de pied à 3 points. Donc là, j'avais pas noté. On peut taper comme au rugby une pénalité. Là, c'est pas une pénalité, c'est un drop. C'est 3 points. C'est comme un drop, sauf que la balle est posée au sol quand même. Elle est pas jetée en l'air et tapée. Elle est posée et puis le kicker va taper et donc c'est 3 points. Donc on le tape de l'endroit où on veut. Ouais. Mais l'idée, c'est de se rapprocher le plus près des poteaux pour être sûr de marquer. Et cette fois-ci, Kansas City a gagné contre qui ? Contre les Falcons. Je ne sais plus quelle ville. J'ai un petit trou de mémoire. C'est pas grave, et donc 2 points. Ils ont gagné 2 points. Ouais, 3. Ça a été un match serré. Très serré. Vous étiez scotché, vous aussi ? Moi, je le fais plus. Il y a longtemps que j'ai arrêté quand même, mais les Super Bowls, j'en ai plus d'un. Quelles sont les meilleures équipes aux États-Unis, les plus capées ? Est-ce que c'est vraiment Kansas City où là, oui, ça tourne pas mal. Après, moi, j'ai une équipe favorite, donc je vais dire que c'était la meilleure. C'était les années 90 quand je jouais. 90, c'était les San Francisco Niners, 49ers. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure équipe. Après, tout le monde, je vais avoir beaucoup de personnes qui vont me dire que c'est n'importe quoi et que c'est les Dallas Cowboys. En fait, c'est toutes les équipes ont à un moment ou à un autre leur moment. Ouais. Et donc cette année, c'est les Kansas City. C'est un peu comme chez nous quand on dit que PSG est la meilleure équipe. Si un Marseillais dans la salle, ça se passe pas bien en général. Mais là, c'est encore plus partagé, je pense. Toutes les équipes sont capables. Après, il y a des équipes qui ont recruté moins bien l'année d'avant. Et puis qui ont un problème, une blessure d'un joueur clé. Et s'ils ont une blessure d'un joueur clé, ça se passe mal. Imaginons que le QB soit blessé. Là, Mahomes aurait été blessé pour les Kansas City Chiefs. Il a été blessé, mais il a tenu la route. Il serait peut-être pas arrivé jusque-là, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut citer des noms de quelques joueurs célèbres ? Joe Montana. Il joue où, celui-là ? Il jouait. San Francisco, c'est bizarre. Tiens donc. Et donc Mahomes, le QB des Kansas City Chiefs, c'est vraiment un super. C'est qui votre préféré ? Moi, je suis resté sur celui de San Francisco. Donc Joe Montana, on reste Montana, sur lui. Moi, je suis resté sur lui. Voilà. On peut jouer jusqu'à quel âge en professionnel ? Alors, il y a un joueur américain. Alors là, c'est un vrai Américain qui joue en NFL. Il a arrêté, on ne sait même pas sûr. Il a joué jusqu'à 42 ans.
Ah, quand même. En QB, en quarterback en plus. D'accord. Donc c'est assez rare, hein, c'est très rare, mais je veux dire que 36, 37 ans, c'est vraiment le maximum. Sinon, c'est 30, une trentaine d'années et les joueurs arrêtent. Hein. Après, il faut rester au top tout le temps. C'est un niveau, il y a des blessures, il faut vraiment être... C'est un peu la question que je voulais poser, malgré l'armure dont les joueurs bien sûr. On risque... Comme le rugby, le rugby aussi, il y a des joueurs qui restent très longtemps, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Enfin, je sais pas, mais c'est pareil, après 35 ans, un joueur de rugby, bon, il y en a qui tiennent jusqu'à 40 ans, mais... Ouais, ils sont pas là, ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Les blessures, ça, et puis l'usure à force des contacts, et puis la nécessité d'avoir une hygiène de vie très importante, enfin très très stricte. Et ça gagne combien un champion de football américain? Est-ce que ça peut gagner beaucoup d'argent? Ouais. Autant que les golfeurs ou les plus qu'un footballeur. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la NFL, c'est la fédération la plus riche au monde de sport. Ah bon? Voilà, c'est elle qui draine des milliards de dollars. Ah, plus que le football européen? Plus que le football. C'est des petits rigolos, quoi, à côté. Alors ça, voilà. Alors là, j'en suis un petit peu... Tout à fait. Tout à fait. Ça doit faire beaucoup de pognon. Beaucoup. Ah. Et pas que la NFL, parce qu'il y a du college football ou de l'universitaire qui... Vous imaginez, aux États-Unis, il y a à peu près 500 universités qui font du football américain. Et je pense, je ne dis pas de bêtises, s'il y a une cinquantaine de stades qui font plus de 80 000 spectateurs. Vous avez vu en France des stades à plus de 80 000, vous en connaissez beaucoup? À part le Stade de France, voilà. Ça fait 80 000, c'est juste ça. Pas, en fait. C'est juste ça, voilà. Ouais. Donc vous imaginez, à travers l'Europe, 40. Je ne sais pas si en Europe on a 40 stades qui font plus de 80 000 spectateurs. C'est une autre échelle, en fait. Tout à fait. Carrément. Et alors on dit souvent le Super Bowl, c'est en fait le moment où l'Amérique s'arrête de vivre. Tout à fait. Ouais. C'est impressionnant. Enfin, moi, je suis jamais allé en voir un. J'irai certainement peut-être un jour en voir un. Mais effectivement, tout est orienté là-dessus. Rien que le spectacle. Enfin, c'est. Oui. Et tout le spectacle qui va autour. Oui, Joël. C'était quand même 100 millions de personnes qui regardaient le Super Bowl dimanche soir. Hein. 100 millions, oui. 100 millions. Oui, c'est pas étonnant. Enfin, il paraît que souvent, il y a quelques années, on disait, si les Russes voulaient attaquer l'Amérique, ce serait le jour du Super Bowl qu'il fallait faire. Oui, mais c'est plus possible parce que les Russes aussi regardent le Super Bowl. Alors, ils jouent aussi en football Ils y jouent américain. aussi, ils ont des équipes aussi. Alors, quelles sont les meilleures équipes russes? Alors là, c'est mon joker, je ne saurais dire. Joël, peut-être? Non, pas vraiment. C'est intéressant de savoir qu'ils sont d'accord quand même sur un point. En Ukraine aussi, vous avez des équipes ukrainiennes, en Pologne, comme je vous dis, même Amérique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, il y a des équipes. Même un peu partout. On sait que en Australie, ils ont leur football à eux. Oui, tout à fait. Mais voilà, après, c'est pas un niveau extraordinaire. Nous non plus, en France, on a un niveau, on est, je sais pas, on va dire qu'on est 6e ou 7e nation mondiale. 6e, parce qu'il y a les Allemands et les Autrichiens qui sont pas mal, on se tire la bourre avec eux, on va dire. Mais sinon, après, vous avez les États-Unis, Canada, Mexique et puis Japon, qui sont les 4 équipes les plus performantes. Bien sûr, les États-Unis au-dessus du lot, carrément. Alors, à quand une Coupe du Monde de football américain? Il y a une Coupe du Monde, il y en a une Coupe du Monde qui se joue. Mais après, c'est un peu comme le basket il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'ils ne nous mettent pas leurs meilleurs joueurs au niveau des États-Unis, parce que sinon, ça serait... C'est pas la peine. Quel conseil donnerez-vous à un débutant, à quelqu'un qui vient pour la première fois ou qui hésite encore? Est-ce que je vais prendre le football américain ou est-ce que je vais pas prendre le golf ou autre chose? Alors, qu'est-ce que vous lui direz pour l'inciter à venir vous rejoindre au Stade Tobruk les mardis, jeudis à 20h, le samedi à 9h ou le lundi à 20h? Bon, pour moi, c'est simple. Il prend un jogging, une bouteille d'eau, des crampons et puis il vient nous voir et puis il fait l'entraînement avec nous et puis il voit si ça lui plaît ou pas. S'il hésite, eh bien, il revient l'entraînement suivant et puis il voit ce que ça donne, si ça lui plaît ou pas. Ah bien. Voilà. Est-ce que vous êtes arrivé des anecdotes un peu rigolotes là dans l'exercice de vos activités footballistiques américaines, Alain? Moi, une anecdote qui est relativement drôle, c'est-à-dire qu'on part jouer à Caen contre une équipe de Caen, donc les Conquérants de Caen.
On arrive là-bas, donc et on s'aperçoit qu'on avait oublié, la personne qui avait lavé les pantalons les a oubliés sur le parking ou autre. Donc on s'est retrouvé avec des maillots, mais pas de pantalons de match. Hein. Donc on avait des pantalons d'entraînement, il y avait des jogging, donc on a scotché les protections sur les pantalons. Enfin, c'était une catastrophe. Mais on a quand même pu jouer notre match sans être forfait, parce que le look n'était pas risque de disqualification si vous n'avez pas l'équipement. On avait les protections, donc on les avait attachés comme on pouvait. Donc on n'a pas été disqualifié, mais bon, le look c'était pas terrible quand même. Vous voulez faire un petit retour en arrière sur ce que vous avez dit sur l'entraînement là, des quarterbacks, des liners. Il y a aussi comme autre poste. Il y a lineman, receveur, running back. Voilà. Quand on reçoit une formation d'un de ces postes-là, est-ce qu'on est interchangeable avec d'autres postes ou c'est compliqué de passer dans Alors ça dépend de la capacité du joueur, tout simplement. Moi, je vais vous dire qu'en cadet, les plus jeunes, on essaie de leur faire 2 postes, un poste en attaque, un poste en défense, pour qu'ils apprennent un peu les 2 côtés du terrain. C'est bien de savoir ce que fait son adversaire, donc d'être des 2 côtés, c'est pas mal. Très bien. Voilà. Est-ce que vous recherchez des bénévoles en ce moment? Parce que souvent, quand les associations viennent nous voir, dire on a du mal à recruter des bénévoles, qu'est-ce que c'est compliqué? Alors, du coup, on leur permet de passer une petite annonce. Joël, vous avez besoin de personnel? Toujours. De quoi avez-vous besoin? Ça m'éviterait, il y a par exemple, on a nos gamins qui font les chaînes. Les chaînes, c'est pour les progressions des joueurs sur le terrain. C'est bien de s'occuper d'eux. Moi, j'ai pas toujours le temps. Je voudrais quand même apporter quelque chose d'important pour les parents qui nous écoutent. Contrairement au rugby, au soccer, on a un médecin pendant les matchs. Toujours, on a tout le temps pendant les matchs. Ça, c'est un truc à dire aux bien sûr. débutants. Donc, je pense que ça rassure les parents quand les gamins leur disent on va faire du football américain. Ils sont rassurés parce que quand ils nous téléphonent, ils savent qu'il y a un médecin. Alors, un médecin ou les pompiers ou la Croix-Rouge, mais de toute façon, toujours une protection médicale, tout le temps, à tous les matchs. Le médecin, c'est quelqu'un du club, c'est un membre du club? Non, pas forcément, parce qu'on a des difficultés, mais moi, j'ai un nombre de médecins depuis le temps que je suis dans le football que je connais et qui viennent sur les terrains. Et ça, c'est important pour les parents de savoir qu'il y a un médecin qui vient sur le terrain. Et ça, c'est un truc spécifique au Nighthawks de Sartrouville ou c'est une loi? Ça s'est fait quand moi j'étais à la fédération à l'époque, étant donné qu'on rentrait ce sport qui était pour certains trop dangereux, trop compliqué, et on les a rassurés en leur disant qu'il y avait un médecin. Et je vous jure que ça a rassuré tout le monde parce que il y avait des fois où moi je jouais sur un terrain de foot américain et à côté il y avait un terrain de rugby. Et très souvent, les blessés, les coachs savaient que moi j'avais un médecin, ils venaient chercher le médecin pour soigner leurs joueurs. Ils me disaient c'est bien, c'est super ce que vous avez. Et moi je pense que c'est important. C'est important, ça rassure les parents. Bon, il y a des blessures, mais comme partout, des ligaments croisés. On s'en fait au tennis, on s'en fait au ski, on s'en fait au soccer, au football, partout. C'est pas. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de. Si on compare le rugby, où le rugby pendant un moment, le traumatisme crânien, là, il y avait une importance de commotion où ça commençait à aller très mal. On en a moins. D'abord parce qu'on a la protection du casque déjà, et qu'on leur apprend tout jeune que le casque, il sert pas à taper. Le casque, il sert à protéger. Donc quand on voit qu'il quand on voit qu'il est un petit peu virulent et qu'il veut servir de son casque, tout de suite les coachs lui disent non, ton casque il sert pas à taper, il sert à te protéger. Très bien. Donc voilà, c'est important, je pense. C'est important et peut-être que d'autres sports pourraient s'inspirer en effet de ces dispositions. Nous, on s'est dit, quand on est rentré au ministère, je pense que ça a rassuré tout le monde et le ministère nous dit, vous êtes les premiers à nous dire que ce serait bien d'avoir. Alors bien sûr, en professionnel ou en semi-pro, ils ont des médecins. Mais moi, ma fille qui est dirigeante de foot, ils n'ont pas de médecin, ils ont la petite bombe de froid et puis c'est tout. Le petit paquet de glace. C'est ça, voilà. C'est ça. Il n'y a pas encore le coupeur de citron à l'instant, non, ça se fait plus. On recrute. On recrute. Alors, si vous aimez couper des citrons, vous avez le club de football américain de Sartrouville, les Nighthawks de Sartrouville. Les entraînements sont les mardis et jeudis de 20h à 22h au stade Tobruk, plus le samedi 9h-13h. Le lundi, la variante du football américain, la variante soft, qui s'appelle le flag football à 20h. Tout ça, c'est le stade Tobruk. Si vous voulez jouer les cheerleaders également, c'est le lundi. C'est ça, ou alors on essaiera de le faire quand voilà. Je pense que ça sera pour la rentrée prochaine.
Voilà, et si vous voulez donc rejoindre les 90 joueurs à peu près de ce club, je vais donc rappeler le numéro de téléphone 06 20 75 03 78. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, pour les bénévoles, on recherche beaucoup de bénévoles. Ça peut être des gens qui connaissent ou pas le foot américain, c'est pas grave. Qui connaissent, c'est parfait. Qui connaissent pas, on a besoin d'organiser, gérer, encadrer les matchs et hors des matchs. Donc aider, ce ne serait que pour distribuer les maillots, suivre par exemple pour les jeunes, être présent. Donc on recherche vraiment des bénévoles pour. Et là aussi, ils appellent le 06 tout à fait. 20 75 03 78. Une adresse mail également, administratif, pardon, j'arrive même pas à me relire. Administratif @nighthawkfootball.fr. Je l'ai bien dit? Tout à fait. Très bien. Quels sont les prochains rendez-vous publics que vous aimeriez proposer à nos auditeurs? On va annoncer Alors, on attend... Le terrain Tobruk est partagé avec plusieurs sports, enfin le football. Donc on a toujours nos créneaux à demander tout ça. Et pour nos matchs, là, on a posé nos heures de match. Et il faut qu'on attende l'accord de la ville avant de pouvoir envoyer les convocations. Mais on aura un prochain match là qui est avéré sûr le 18 mars, c'est ça? 18 mars pour les seniors. 18 mars. Le 4 aussi, je crois. Le 4 mars. Non, on s'en va au 4 mars. Oui, on s'en va. Vous partez. C'est vrai. Très bien. Donc, mais le 18, c'est bon? Voilà. Et le 11, ce sera sur le terrain Tobruk. Alors, le match est à 20h le samedi. Voilà. 20h, samedi 18 mars. C'est ça. 20h, Tobruk. Voilà. Stade Tobruk, c'est contre qui? Est-ce qu'on a déjà le nom de l'adversaire ou ça sortira bientôt? Ça va sortir parce qu'on n'a pas encore envoyé la convocation. Je crois que c'est Lican. Mais de toute façon, c'est une équipe des Mureaux. L'équipe des Mureaux, oui. Sartrouville, les Nighthawks de Sartrouville contre l'équipe des Mureaux, c'est qui le favori? C'est nous. C'est forcément. Nous. Mais bien sûr, quelle question. En tout cas, réponse le samedi 18 mars à 20h au stade Tobruk. Voilà, c'était donc une plongée au cœur du football américain à Sartrouville, les Nighthawks. Je vous rappelle le numéro de téléphone. Vous pouvez vous demander des renseignements sur la pratique de ce football américain. 06 20 75 03 78. Voilà, on a fait le tour de la question. Bien sûr. Très bien. Eh bien, on vous dit plein de choses pour le 18 mars à 20h au stade Tobruk. N'oubliez pas, venez en masse, un public sartrouvillois, pour encourager les Nighthawks de Sartrouville contre les Mureaux. 18 mars à 20h. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup. Alain. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Carrefour des associations. Richard Kayadjanian.